Donc effectivement, j'ai créé mon bureau d'études il y a peu de temps, mais pendant un moment, du coup, j'étais dans la recherche académique. Et j'ai travaillé sur les récifs artificiels pendant près de 8 ans, et j'avais souvent un peu du mal à me définir dans quel cadre de l'écologie de la conservation je pouvais intégrer les récifs artificiels, d'un point de vue conceptuel. Et au final, après ces années de recherche, je me suis dit que c'était l'écologie de la réconciliation qui me semblait être la branche de la conservation de l'écologie qui permettait de mieux intégrer justement ces outils-là. Donc je vais vous faire une petite présentation sur l'écologie de la réconciliation. Donc on va prendre un peu de hauteur, et je parlerai un peu moins des récifs artificiels, j'y reviendrai après. Donc quand on parle de l'écologie de la conservation, on a deux axes majeurs. On a la protection qui vise du coup à préserver les espaces naturels qui sont en bon état de santé écologique. Donc ça va être les points chauds qu'on va essayer justement de préserver. Et puis on a aussi la restauration qui nous permet de restaurer les espaces qui ont été dégradés. Donc la restauration, c'est très particulier, ça veut dire qu'on revient à l'état initial, à un état qui a été dégradé. Et donc utiliser les récifs artificiels comme un outil de restauration, ça peut être une grosse controverse, parce que si on introduit un récif artificiel sur une zone peut-être qui a été dégradée, mais en tout cas elle ne va pas revenir à l'état naturel avec un récif artificiel. Par contre, comme on a pu le voir tout à l'heure avec le projet avec des récifs d'huîtres plates, là effectivement on a un retour, on essaie de retourner à un état naturel, puisque à terme, du coup, ces récifs disparaîtront, et on n'aura que les structures de récifs d'huîtres. C'est la même chose aussi, on peut utiliser les récifs artificiels dans le cadre de la restauration dans le milieu tropical pour les récifs coralliens. Mais en dehors de ça, ça reste assez compliqué d'utiliser du coup la restauration. Donc pour moi, j'étais toujours un petit peu gênée justement d'utiliser ça. Et dans la conservation, si je mets une structure artificielle sur un sol meuble, je ne fais pas de la conservation. Je vais aussi détruire ce sol qui est en dessous. Il y a une vie aussi, il y a tout un compartiment qui est vivant sous ces récifs artificiels. Donc l'ensemble de ces choses-là, en fait, me dérangeait un peu. Je me disais, mais comment je peux me situer dans l'écologie de la conservation ? Et puis, ces deux concepts de la conservation et de la restauration ont pour objectif donc, de maintenir la biodiversité et de minimiser, voire d'exclure les activités humaines. C'est-à-dire qu'on met la nature sous cloche, qu'on la préserve et que les humains, on les rejette de ces endroits-là. Et puis, depuis peu, en fait, ça fait à peine 20 ans que ce concept de la réconciliation écologique est arrivé. Et je m'y suis intéressée au fur et à mesure de mes études. Et c'est là que, du coup, j'ai réussi à trouver un concept qui répondait finalement à l'objet des récifs artificiels. Alors, qu'est-ce que c'est que la réconciliation écologique, qui a été théorisée par Michel Rosenweig ? C'est de maintenir et d'inventer ou de rétablir des habitats faunistiques et floriques pour améliorer la diversité au sein de lieux où l'humain va travailler, vivre et se divertir. Donc là, finalement, c'est redonner la main à la nature, alors qu'avant on la mettait sous cloche et qu'on mettait l'humain de côté. C'est essayer de réconcilier justement l'homme et la nature. Et donc c'est ce que vous présentez juste un petit peu plus tôt. Mais finalement, voilà, cette terminologie, c'est important parfois de parler avec une terminologie claire pour savoir où on va et pour pouvoir mieux parler entre nous, parce que sinon on peut justement avoir pas mal de quiproquos. Et donc l'objectif ici, c'est d'introduire de la fonction écologique, justement, au sein des espaces qui ont été anthropisés par l'homme. Alors par exemple, quelque chose de très simple qu'on peut voir dans le milieu terrestre, c'est l'introduction par exemple des petites maisons pour les abeilles ou pour les insectes, ou pour les oiseaux. Donc dans le milieu terrestre, on le voit beaucoup plus facilement, ça, parce que c'est dans notre environnement proche. Mais dans le milieu marin, souvent, on se dit « Ah bon, la mer est dégradée ?» Oui, je vous assure qu'elle est dégradée. Donc, on a besoin effectivement aussi de recréer des micro-habitats pour des espèces justement qui ont perdu leur habitat parce que ça a été dégradé. Et donc, on peut faire des aires marines protégées, ça fonctionne très bien. Bon, à condition qu'on ait la bonne gestion, parce que sinon c'est que des aires marines de papier. On peut faire de la restauration également, ça peut être des programmes qui peuvent très bien marcher. Mais justement, faire cette réconciliation où par exemple on a des structures qui sont artificielles, mais leur donner une fonction écologique, comme un peu plus tôt Martin Perrault nous a présenté par exemple plein d'exemples de réconciliation écologique, avec les petites cuvettes qu'on peut intégrer sur les digues, ou encore dans les structures contre l'érosion, intégrer des fonctions écologiques dans l'ensemble de ces structures artificielles que nous sommes obligés en fait d'utiliser permettrait justement de faire un petit peu le lien
de remplir d'autres objectifs de la conservation que la préservation et la restauration ne peuvent pas faire à eux seuls. Et donc c'est justement ce que je voudrais dire ici, c'est pourquoi la réconciliation écologique est aussi importante, c'est que, voilà, on a parlé des objectifs de 2030, hein, de protéger 30% des aires marines et terrestres. Alors ça serait fantastique de pouvoir le faire. On a aussi cet objectif de se dire qu'il faut au moins 10% quand même qui soient en zone de protection forte, donc ça veut dire exclure absolument toutes les activités humaines, sinon ça ne fonctionnerait pas visiblement. Mais on reste quand même avec 70% de l'espace de notre planète qui reste potentiellement artificialisable, où l'homme va pouvoir avoir un impact dessus. Et donc ces 70% de la planète, eh bien, ça va entraîner une fragmentation de l'ensemble de ces espaces. Les espaces qui sont protégés sont déjà fragmentés. Et ça pose une problématique pour la migration de ces espèces, parfois, qui pourraient, lors du réchauffement climatique, trouver un endroit plus favorable à leur survie, mais qui malheureusement, bon alors c'est davantage dans le milieu terrestre évidemment, hein, mais qui, à cause de l'anthropisation, ne vont pas pouvoir retrouver leur couloir de migration pour pouvoir trouver un endroit qui leur seront favorables. Et donc, pour essayer de pallier à ça, c'est important justement d'intégrer, de refaire le lien entre l'homme et la nature et d'intégrer des micro-habitats partout où l'homme pose une telle ou telle construction. De façon à ce que cette biodiversité commune, on va dire, hein, qui n'est pas exceptionnelle, qui n'est peut-être pas celle des bisons qu'on pourra voir au Canada ou peu importe, mais en tout cas cette diversité qui nous entoure au quotidien puisse quand même être maintenue et apporter un soutien finalement dans le contexte actuel du changement global, qui n'est pas que le changement climatique. Donc voilà, je reviens un petit peu aux récifs artificiels. Donc en quoi les récifs artificiels sont des outils de réconciliation écologique? Alors la définition, hein, on en a déjà parlé plusieurs fois, donc ce sont des structures qui sont délibérément immergées, qui doivent imiter certaines caractéristiques des habitats naturels. Donc s'ils doivent imiter des caractéristiques des habitats naturels, ça veut dire qu'ils recréent des habitats, n'est-ce pas? Donc on l'a vu aussi avec l'évolution historique, hein, des récifs artificiels. C'est un outil qui est utilisé par les hommes depuis des milliers d'années, puisque déjà en Méditerranée on utilisait toutes sortes de structures pour pouvoir essayer d'attirer des poissons. Donc c'est un outil qui vit avec les pêcheurs depuis des milliers d'années déjà. Ensuite il y a plein d'autres objectifs, hein, qui se sont greffés. Et les objectifs très récents de loisirs et d'éducation ou encore artistiques, d'immersion de ces récifs artificiels font encore plus le lien justement de cette réconciliation écologique. Et donc, d'autant plus qu'aujourd'hui, on a la possibilité vraiment d'optimiser en fait l'efficacité des récifs artificiels grâce aux avancées technologiques. Avant, on avait des formes cubiques, on n'avait que du béton, on avait très peu de choses en fait, à notre portée pour pouvoir les imaginer, ces outils, et pour les rendre performants. Et aujourd'hui, on a l'impression 3D qui nous permet de... en plus, si on fait un peu de biomimétisme avec la photogrammétrie, on peut s'inspirer de formes qui sont déjà existantes pour créer des nouveaux récifs artificiels, ou on peut tout simplement laisser libre cours à notre imagination pour créer des formes biscornues qui proposent plusieurs micro-habitats à l'intérieur. Et puis, il y a aussi la question du matériau. Hein, on va essayer de proposer des matériaux qui ne sont pas lisses, qui ont des petites infractuosités, qui vont avoir un pH plus bas, parce qu'on sait que le pH peut avoir une influence sur le recrutement de ces communautés. Et voilà, tout un ensemble en fait, d'avancées technologiques qui nous permettent de mettre plus, en tout cas d'améliorer les capacités et l'efficacité des récifs artificiels. Donc je pense que voilà, c'est ce que je voulais dire. Et je donnais quelques perspectives, mais bon, elles ont déjà été évoquées finalement au cours de cette journée. Donc voilà, revient la thématique des éoliennes en mer. Je pense que ce serait essentiel effectivement d'intégrer les récifs artificiels dans tout projet de construction d'éoliennes en mer. Pour pouvoir apporter effectivement, en intégrant une gestion sociale aussi, hein, ça c'est très important parce qu'on a toujours besoin de comprendre comment l'ensemble de ces constructions ont un impact aussi sur notre société. Mais voilà, ça peut être aussi par exemple dans les constructions de marinas ou d'hôtels resorts, des choses qui en tant qu'écologiques nous hérissent le poil, mais malheureusement ce sont des choses qui continuent d'être construites. Et donc plutôt que de
de faire un blocage, eh bien, essayons de tendre la main et de trouver des solutions pour améliorer justement ces lieux-là. Qu'est-ce que j'avais dit ensuite? Oui, pour l'érosion côtière, donc on en a parlé également. Et aussi, ce qui m'a intéressé de voir, c'est que souvent, quand on a une construction sur le milieu côtier, ce qu'on détruit, et ce qui est très important dans la connectivité des habitats et aussi la connectivité du cycle de vie des espèces, c'est les petits fonds côtiers. Et les petits fonds côtiers, ils sont de plus en plus réduits à cause de l'artificialisation de la côte. Et donc on pourrait essayer justement de recréer à chaque fois qu'il y a des constructions côtières, des petits fonds côtiers pour pouvoir remplir le cycle de vie des espèces qui ont perdu leurs habitats. Voilà, je vous remercie. Je voulais juste aussi, peut-être une petite dimension éthique qui est pour moi très importante. C'est que souvent les récifs artificiels peuvent être aussi utilisés comme des outils de compensation et du coup doucement glisser vers le greenwashing. Et je pense que bien se focaliser sur cette terminologie de la réconciliation écologique permet justement d'éviter ce genre de choses, parce qu'une compensation, ça veut dire que j'ai détruit ça, et donc je vais déposer, je sais pas, 3 tonnes de récifs artificiels quelque part, parce que ça recrée un habitat. Non, ça n'est pas bon, ça n'est pas une bonne démarche. Donc c'est important, voilà, je pense, d'avoir un cadre théorique et conceptuel bien défini pour avoir aussi une approche éthique à l'avenir sur l'usage des récifs artificiels. Je vous remercie.